Le cheval noir traversait la plaine, ses sabots humides de la rosée du matin. Son cavalier avait voyagé à bride abattue toute la nuit pour rejoindre le domaine indiqué dans un message. Auguste, inquisiteur majeur de la cellule d'extermination, avait été mandaté au plus vite pour clôturer un raid sans plus de détails. Lorsque sa monture entra dans le domaine, il trouva bien vite les multiples maisonnettes précaires groupées autour de la bâtisse principale, celle d'un petit seigneur local. Devant lui, des ombres aux masques d'acier ciselés, semblables à celui que portait l'inquisiteur, s'affairaient à disposer des corps côte à côte dans l'herbe. Arrivé à leur niveau, Auguste posa pied à terre et l'un de ses frères se présenta à lui. « Quelle est la situation ?» demanda Auguste sans plus de courtoisie. « L'extérieur est sécurisé, » lui répondit docilement l'inquisiteur. « Ces gens ?» demanda Auguste une nouvelle fois, pointant d'un geste de la tête la longue file de cadavres sur l'herbe. Au même moment, une des silhouettes encapuchonnées s'affairait à graver sur le front de chaque cadavre une croix chrétienne, tandis qu'un autre récitait un cantique latin tout en aspergeant soigneusement la file mortuaire d'un liquide inconnu. « Des paysans proches du Seigneur, plus de témoins, commença-t-il, ou de partisans, termina Auguste d'un ton laconique. Exact, nous avons toutes les raisons de penser qu'à l'intérieur de ce manoir se trouve le Seigneur, sa femme et son unique fils. Pourquoi m'avoir fait quérir dans ce cas ? Vous pouvez procéder. Notre spécialiste en miracles estime que les forces à l'intérieur de cette maison sont bien plus puissantes qu'il n'y paraît. Il ne cesse de répéter qu'une hideuse bête s'y prélasse. Auguste faisait face à un jeune exterminatio, inquisiteur appelé, tout comme lui, à l'extermination de toute forme d'hérésie. Malgré ses récentes prouesses, il ne pouvait se lancer dans certaines missions sans la supervision d'un membre plus expérimenté. Auguste félicita sa discipline d'un bref hochement de tête, puis se dirigea vers le manoir. 4 exterminatios le suivirent, tandis que, sur les cadavres marqués, s'élevaient des flammes purificatrices. Devant la grande porte de bois, les 5 hommes s'agenouillèrent un instant, la tête baissée. Chacun récita machinalement, mais avec une grande dévotion, une prière pour se protéger du mal qu'ils s'en allaient combattre et éradiquer. Ensemble, ils se relevèrent, dégainèrent chacun leur épée et entrèrent en silence. Le manoir était bâti grâce à une structure de gros blocs de pierre taillés et de larges poutres. Dès qu'ils eurent passé la porte d'entrée, une large salle basse se présenta à eux avec, sur les côtés de la pièce, 2 escaliers d'un bois sombre qui menaient à l'étage. Une rambarde du même bois couronnait la pièce. Au rez-de-chaussée, une porte centrale se présentait sous le balcon et une autre menait sur le côté gauche de la pièce. Le tout sous la surveillance d'un immense tableau doré, mais dont la peinture était arrachée. C'est bien là ce qui inquiétait Auguste. Non pas l'imposant silence du lieu ou la maigre lumière qui transperçait les rideaux en lambeaux, mais bien son état général. Le carrelage au sol avait été éclaté à plusieurs endroits, des colonnes brisées, des moulures écorchées, de précieux meubles jetés contre les murs. Quelque chose de puissant se trouvait ici, pensa Auguste. Avec précaution, il s'accroupit, attrapant quelques éclats de carrelage de sa main libre pour les inspecter. Aucune ne présentait, malgré les fragments, de gravure ou de peinture quelconque, rien qui n'indiquait qu'un sceau infernal avait été tracé en ce lieu. Tandis que les autres inquisiteurs se déployaient dans la salle sans faire le moindre bruit, Auguste continua ses conjectures. Les quelques portes semblaient intactes, donc cette fameuse bête, si puissante soit-elle, ne les avait pas franchies, bien pas dans son état infernal. Soudain, derrière eux, la porte de l'entrée se referma. Les 5 silhouettes se retournèrent précipitamment, prêtes à bondir à l'attaque. Mais ce n'était que le Peritus Miraculorum, le spécialiste en miracles, qui, ayant terminé de brûler les cadavres, les avait rejoints. Ce dernier, masqué comme tous les autres, ne portait pas d'épée. Bien qu'une large dague stylisée pendait à sa ceinture, c'était un étrange chapelet qui occupait ses 2 mains. Sans se soucier du Capharnaüm, il avançait les yeux fermés, la tête légèrement penchée en arrière, et chuchotait d'étranges paroles qui se perdaient dans ce lieu. Les exterminatios semblaient rassurés de l'avoir avec eux. Auguste, lui, n'en montra aucun signe et continua son inspection. D'un simple regard, 2 inquisiteurs commencèrent à se diriger vers l'escalier, lorsque soudain, « Ecce hic est »
Etcheik est, répéta d'une voix forte le Péritus. Il est là. Sous le balcon, la porte en bois s'ouvrit d'elle-même dans un silence à glacer le sang et, en une fraction de seconde, Auguste vit à travers le couloir quelque chose qui l'ébranla. Son propre masque. Puis, ce fut le noir complet. En un clin d'œil, la pièce fut envahie d'une purée de poids noire comme le jet. Un tourbillon puissant qui engloutit toute la salle et ses visiteurs. À l'impact, chacun se tordit de douleur tant le brouhaha horrible les torturait. Comme s'ils avaient été jetés dans les profondeurs obscures des océans et de leurs incessants remous. À cela, s'ajoutaient les murmures d'innombrables voix souffrantes et incompréhensibles qui hurlaient dans leurs oreilles. L'un des inquisiteurs tomba à genoux, tenant son masque d'acier, prêt à l'enlever pour se boucher les oreilles. La puissance était telle que certains masques furent légèrement pliés ou courbés pendant l'assaut, malgré les puissantes barrières protectrices gravées sur l'acier. Auguste, momentanément hébété par cette attaque surprise, retrouva rapidement son sang-froid et se saisit d'un objet dans la poche de son manteau. Une clochette en bronze qui représentait des ornements similaires à son masque. « Revelate » hurla-t-il dans le brouhaha, tout en faisant sonner l'objet avec délicatesse. Le son cristallin se répandit autour de lui et immédiatement, par miracle, une brèche s'ouvrit dans ce tumulte noir qui s'écarta de lui de près d'1 mètre. L'absence soudaine de chaos dans ses oreilles lui fit presque perdre l'équilibre. Alors qu'il tenait toujours sa clochette et son épée, il se mit à la recherche de ses compagnons. « Agitez vos cloches ! Agitez vos cloches !» cria-t-il dans cet étroit silence. Mais même s'il pouvait aisément s'entendre, l'océan noir empêchait tout son de passer. L'inquisiteur marcha avec hâte, le regard fixé sur le sol qui se découvrait au fur et à mesure. Soudain, un son de clochette retentit, puis un autre, et encore un autre. « Dieu soit loué !» pensa Auguste. « Ils ont compris. » Alors qu'il se dirigea d'instinct vers la première clochette entendue, l'océan se retira, laissant un corps inerte à ses pieds. Malheur! Un des exterminations avait retiré son masque et, dans une précipitation inconsciente, laissé le sortilège lui prendre son âme. Son visage n'était plus qu'un amas de peau froissée, comme si son crâne même avait disparu, laissant 2 globes oculaires rouler sur le sol. Sans perdre de temps, il continua de progresser et trouva bien vite un exterminatio qui, lui, avait eu le bon réflexe. Reconnaissant Auguste, il parut soulagé, s'approcha, ouvrant un espace visible plus important autour d'eux. Incertain de si son homologue l'entendrait tant leurs oreilles bourdonnaient encore, il cria « Nous devons trouver les autres !»« Non, nous devons avancer et trouver la source !» contra Auguste. « Si nous trouvons les autres, nous aurons plus de visibilité !» proposa l'inquisiteur. « On n'a guère le temps ! Qui sait ce qui peut encore arriver ?» corrigea Auguste. Le saint cercle s'étendit lorsqu'une nouvelle silhouette, munie d'une clochette, entra. Le Péritus. Celui-ci, malgré son masque, ne semblait guère surpris de la situation et trouva directement le regard d'Auguste. « Avançons !» ordonna-t-il, sa dague en main. Mais un objet tomba à leurs pieds, et avec effroi, chacun observa une clochette recrachée par les abysses. Le mage se tourna et agita la sienne face au mur noir. « Revelate !» dit-il. L'abysse se retira un court instant devant lui, jusqu'à révéler le ventre immonde d'une silhouette bipède gigantesque. Avant qu'une puissante main ne s'écrase sur lui, Auguste le tira en arrière pour le forcer à courir dans l'autre sens. Les 3 hommes tentèrent de fuir jusqu'à ce qu'une porte se dressât devant eux. Auguste la reconnut. C'était celle sous le balcon, où il avait vu son propre visage au fond du couloir. Incapable d'entendre si le bipède les suivait, il enfonça la porte d'un coup d'épaule et continua de courir, agitant sa clochette pour chasser les abysses. Tous les 3 remontèrent un couloir parsemé de têtes humaines clouées au mur. Des ecclésiastiques, à en juger par leur tonsure. « La source ne peut être loin !» cria le Péritus. Soudain, les murs du couloir disparurent et le trio arriva dans une autre pièce. Mais malheur, il n'avait aucune idée de sa dimension. « Il est là ! Il est là !» avertit-il de nouveau, sa main empoignant son chapelet. Auguste s'hasarda à envoyer un coup d'épée dans l'abysse, mais la lame frappa le vide. Il tenta de nouveau, et l'arme rebondit contre une statue de bronze posée sur un guéridon. Derrière lui, l'autre inquisiteur l'imita, tandis que le Péritus se mit à genoux pour psalmodier, ignorant le danger autour de lui. Les 2 inquisiteurs alternaient coups d'épée circulaires et sons de clochettes, repoussant l'abysse de plus en plus agressive. Alors qu'Auguste jeta un œil derrière lui, il vit que l'exterminatio envoya un nouveau coup dans l'obscurité,
et une giclure de sang l'éclaboussa. Le jeune inquisiteur releva la tête, découvrant que son arme s'était frayé un chemin dans l'abominable ventre de tout à l'heure. Le bipède, toujours à la frontière de l'abysse, ne montra aucune douleur. Une main 2 fois plus grande que celle d'un ours, déformée par des bubons, vint saisir le bras du soldat et le brisa d'un coup sec. Sa clochette tomba au sol et le contact visuel fut rompu instantanément. « Non !» cria Auguste, se précipitant pour envoyer un coup au jugé à cet endroit. « Je le tiens !» annonça le Péritus, la main plongée dans l'obscurité. « Tue-le !» Inquisiteur aguerri, Auguste dévia son coup et l'envoya vers le mur noir, peu importe ce qu'il trancherait. Il sentit, un court instant, une légère résistance dans sa trajectoire, mais lorsque son épée revint, elle était maculée de sang. Au loin, il crut entendre du verre se briser et l'abysse disparut. À son extrême gauche, Auguste devina la silhouette de l'infâme bipède tétanisé. D'expérience, il évita cette vision hérétique et se concentra sur ce qui se tenait devant lui. Un enfant décharné, au visage tordu par le diable lui-même, se tenait les bras en l'air, du sang coulant en abondance. Ses mains avaient été tranchées et reposaient sur le sol derrière lui, tenant fermement un miroir brisé. « Te libero, aeratice », annonça le prêtre inquisiteur, avant de se relever et de poignarder le cœur de l'enfant de sa dague bénite à plusieurs reprises. Derrière eux, le bipède infernal fit un bruit de bête crevée et s'effondra sur elle-même. Auguste se contenta de chercher le cadavre du jeune exterminatio dans la pièce, sans succès. Lorsque le prêtre eut terminé son funeste assaut, il essuya sa lame grâce à un mouchoir immaculé sorti de sa veste et s'adressa à son homologue. « Je m'occupe du miroir, brûle tout le reste. »